Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cours de quatrième aujourd'hui, cours de quatrième qui va nous permettre d'étudier la fin de l'Empire bonapartien. Donc on va enfin essayer de comprendre comment cette aventure politique sans pareil finit. On avait vu Napoléon Bonaparte s'emparer du pouvoir, maintenant on va le voir quitter justement ce pouvoir, contraint et forcé. Rappelez-vous, ce que nous avions étudié nous avait amené à voir que Napoléon voulait gouverner en souverain absolu, c'est-à-dire qu'il se sert de la police de Fouché pour faire taire ses opposants, il censure, il fait de la propagande, il met en place le catéchisme impérial, il surveille les ouvriers, il met en place une noblesse impériale et il fait la guerre. Pour l'instant, pendant très longtemps d'ailleurs, il va être victorieux, à peu près jusqu'en l'année 1812, sauf que à partir de là, et on avait vu aussi la campagne de Russie avec son désastre, le fameux passage de la Bérésina, amène Napoléon à commencer à perdre du terrain par rapport à une coalition de pays d'Europe, d'autres souverains qui veulent récupérer ce territoire qu'il a pris. Parce que, rappelez-vous aussi, Napoléon a amené la France à sa plus grande superficie en Europe. Tout l'espace en vert foncé et l'espace français, l'espace en vert clair, c'est les États vassaux. Ils sont aux mains notamment de membres de la famille de Bonaparte qu'il a placé là, comme Joseph Bonaparte, son frère sur le royaume d'Espagne, ce qu'on va voir justement juste après. Et en jaune, vous avez les États théoriquement alliés. Il ne reste plus beaucoup, à part le Royaume-Uni et pendant un moment aussi, après 1812, l'Empire russe, à ce moment-là, de vrais adversaires à Bonaparte. Mais il y a un soulèvement, et ces soulèvements vont commencer parce qu'il y a deux choses qui se passent. Un, les Français eux-mêmes n'en peuvent plus de faire ces guerres que Napoléon veut pour récupérer plus de pouvoir. Ils n'en voient plus l'intérêt, ça on l'avait vu la fois dernière. Et deux, et on va le voir maintenant, les autres peuples veulent récupérer leur souveraineté. Alors ça commence par cette étude qu'on avait justement dit que nous ferions lors de ce cours-ci, celle du Das de Mayo, 13 de Mayo, deux tableaux d'un peintre qui est appelé Goya, et ces deux tableaux sont extrêmement importants. Das de Mayo veut dire le 2 mai, il s'agit du 2 mai 1808, 13 de Mayo, 3 mai, donc le 3 mai 1808. Alors maintenant, regardons comment ces deux tableaux qui ont une extrêmement grande importance historique en tant que témoignage, mais également d'une idée, mais également artistique en tant que naissance d'un nouveau mouvement artistique. On va voir ce que ces deux tableaux ont de particulier. Alors déjà, il va falloir que nous comprenions exactement ce que c'est que ces Dos de Mayo et 13 de Mayo. C'est deux tableaux qui ont été peints par Goya. Donc Goya est un peintre espagnol. Je vous le mets en plus grand. Le voilà. Donc Goya est un peintre espagnol qui a été connu pour plusieurs autres œuvres, mais le 3 notamment, donc le tableau 13 de Mayo est particulièrement important. Donc on peut raccourcir le nom de ce peintre en Goya, et on va voir que son style, à la fois figuratif, mais également important dans le domaine de la représentation du sentiment, va être relativement novateur. Alors regardons maintenant ces deux tableaux pour répondre aux 4 questions qu'il y a sur la deuxième fiche que vous trouverez dans le Google Drive. Vous voyez qu'il y a deux journées différentes qui sont montrées. Le tableau de gauche représente ce qui se passe le 2 mai. Alors comme on peut le voir, la situation est très confuse le 2 mai. Vous avez en réalité une bataille sanglante qui se passe dans un contexte urbain. Le contexte urbain en question, c'est celui de la ville de Madrid. À Madrid, les Madrilènes, les habitants de Madrid, se révoltent contre le gouvernement français de Joseph Bonaparte, placé là par son frère Napoléon. En 1808, ce gouvernement, ils n'en veulent plus. Joseph Bonaparte va devoir 5 ans après d'ailleurs quitter le pouvoir définitivement en 1813, et Goya, c'est sur ordre du gouvernement provisoire qui suit cette fuite, ce départ de Joseph Bonaparte en 1814 qu'on lui demande de peindre ce tableau. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de Français sur ce tableau. On peut remarquer un soldat français qui est ici, que je vous surligne en jaune grâce à pointeau fixe. Voilà. Donc le voilà. Mais la plupart des combattants à cheval ne sont pas directement des Français, mais des soldats égyptiens que les Français ont engagés, des mercenaires qui sont appelés des Mamelouks. À pied, tuant certains de ces Mamelouks, les faisant descendre de cheval, etc., vous avez des Madrilènes, des habitants de Madrid qui s'insurgent en ne voulant plus de la domination de Joseph Bonaparte. Donc voilà ce qui se passe le
2 mai 1808. Vous avez des scènes de bataille confuses qui sont montrées. On nous montre les morts, on nous montre la violence des combats, on nous montre que ce sont des guerres qui se passent avec des civils dans les rues de Madrid contre les Français. Cette révolte, justement, elle avait eu lieu parce que pour envahir le Portugal, il fallait occuper l'Espagne, etc., etc. Le roi d'Espagne avait dû abdiquer. Il a donné son trône, Napoléon Bonaparte, à son frère Joseph une fois qu'il a récupéré cette zone-là, Napoléon Bonaparte, et Joseph devient roi d'Espagne sous le nom de Joseph Ier. Donc à partir de là, les Espagnols sont à terre, les Français et les Mamelouks sont sur des chevaux, et il y a une bataille entre les deux. Et cette révolte, elle est écrasée dans le sang. Il y a une répercussion sanglante, un écrasement de la révolte par l'armée d'occupation, en l'occurrence l'armée française. C'est ce que nous montre le deuxième tableau, qui est très intéressant stylistiquement, qui nous montre ce qui se passe dans la nuit du 2 au 3 mai, Tres de Mayo. Alors Goya, il utilise plusieurs techniques spécifiques dans ce tableau pour montrer qu'il est du côté des insurgés espagnols et pas de l'armée française. Alors c'est un événement particulier qui nous est montré là. Alors, si vous avez fait cette étude justement, comme on l'avait vu la fois dernière, vous vous êtes rendu compte que l'événement qui est montré, ce sont des fusillades commises par les Français, représentés ici à droite, contre les insurgés, une fois qu'ils ont réprimé la révolte, qui sont représentés ici à gauche. Au fond, vous avez tout simplement la ville de Madrid. Donc ce tableau, il utilise plusieurs méthodes pour nous montrer la brutalité de l'armée française et le désespoir des insurgés espagnols qui ne veulent plus de la domination napoléonienne. Premier point, l'armée française est représentée de manière robotique. Regardez bien les soldats, je vous les mets en plus grand. On ne voit pas leur visage. Ils ont tous la même allure. Ils ont tous leurs fusils pointés d'une manière similaire. En fait, on les représente comme des automates chargés uniquement d'un but, tirés en fusillant les insurgés. Ils n'ont pas d'émotion montrée puisqu'ils n'ont pas de visage. Bref, ils sont déshumanisés. De l'autre côté, l'humanité des insurgés, elle est flagrante. Pour plusieurs raisons. Première, on nous montre les morts et le sang. Très rare qu'on nous montre des morts défigurées et du sang dans des tableaux de l'époque. D'ailleurs, ce tableau, il n'est pas aussi réaliste. Rappelez-vous ce qu'on a vu par exemple de David, il y avait une représentation hyper réaliste. Là, le peintre utilise des touches de couleurs qui sont faites des coups de pinceau un peu plus gros. Donc on n'est plus du tout dans la même utilisation artistique de ce médium de la peinture. Par contre, ce qui nous est montré par Goya, là, vraiment, c'est le sentiment. Il est extrêmement visible, ce sentiment, dans le visage des insurgés. Alors si on les regarde bien, ils sont représentés en pleurant, ils sont représentés en suppliant, comme ce personnage qui supplie de son visage les soldats français. Ils sont représentés avec des sourcils montrant des visages tristes. Et il y a même un comparatif christique, c'est-à-dire avec Jésus. Regardez, le personnage ici est habillé de blanc, couleur extrêmement claire qui rompt avec les couleurs sombres autour. Il est représenté les mains comme un crucifié et les bras en l'air, et il a même les stigmates, c'est-à-dire comme la trace des clous de Jésus. En fait, Jésus sur la croix, cloué sur la croix. Le but de Goya, c'est de nous représenter l'innocence, comme Jésus innocent sur la croix, pour ceux qui sont religieux et qui ont ce genre d'idée en tête. Alors, dans ces cas-là, les insurgés sont innocents. Ils ne voulaient que des choses qui étaient logiques et normales, et pas la continuation d'une domination dont ils ne voulaient pas et qui ne devait pas exister. Donc voilà le message de Goya. C'est un message, vous voyez, profondément humaniste et profondément contre toute forme de guerre. D'ailleurs, il nous montre l'absurdité de ces guerres par rapport aux volontés des Madrilènes qu'ils jugent être des volontés essentielles, des volontés justes par rapport à la domination française sur l'Espagne. Donc le but de ce tableau, c'est la dénonciation de la guerre et de la brutalité, de la sauvagerie qu'elle sous-entend. Alors si on récupère les 4 questions au tableau et qu'on définit maintenant nos 4 réponses, donc on se rend compte 4 choses qu'on va pouvoir indiquer.
La première chose, vous avez évidemment tout ça dans le Google Drive. Quelle impression se dégage des deux tableaux? C'est justement l'utilisation des sentiments qui montrent l'horreur de la guerre. Dans le premier tableau, on nous montrait ceci par des combats violents. Et dans le deuxième tableau, l'horreur de la guerre nous est montrée par les représailles sanglantes qui sont faites contre l'innocence des Madrilènes. Les Madrilènes, c'est les habitants de Madrid. Comme on l'a vu, l'événement qui a inspiré Goya, c'est la révolte contre Joseph Bonaparte. À Madrid, en 1808. Donc en 1813, il va perdre ce pouvoir. L'idée que le peintre veut faire passer concernant les guerres, c'est tout simple, c'est que les guerres tuent, et elles tuent sans qu'il y ait une raison valable. En fait, il est contre les guerres. C'est donc du pacifisme. Il nous montre l'horreur des combats dans le premier tableau. Il dénonce l'horreur de la suite des combats dans le deuxième tableau. Donc l'horreur des combats et des représailles. Les représailles ont pris la forme d'exécution. Et comment il parvient à faire passer cette idée dans son œuvre? Comme on l'a dit, par l'utilisation de sentiments forts qui nous sont représentés. Donc cette peinture, elle est là expressionniste. Elle essaie de nous passer des émotions, des expressions, plus qu'une simple réalité crue. Elle est là pour passer un message. Donc pour passer ce message, Goya va utiliser plusieurs sentiments ou absence de sentiments. Première chose qu'il nous dit, c'est que les Français déshumanisés, c'est-à-dire pas considérés comme des êtres humains, mais comme des robots qui sont des robots tueurs dans le tableau 13 des Maillots. Au contraire, les révoltés sont comparés à Jésus pour nous montrer leur innocence. Les morts sont représentés, ainsi que le sang. Conclusion, ce tableau est bien une dénonciation de la guerre. Et un appui après coup à cette révolte qui est jugée dans ce tableau. Vous voyez, ce tableau, il prend parti pour les Espagnols contre l'occupation française. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'Europe a d'autres pays en France qui sont récupérés par les Français et qui ne veulent plus de cette domination. Il va donc y avoir une coalition de ces peuples et surtout de leurs anciens dirigeants pour mettre en place de nouveau des combats contre la France. Et la défaite de la Bérésina et de la campagne de Russie par Napoléon en 1812 va servir de point d'ancrage à cette contestation. À partir de là, l'Empire ne va pas réussir à éviter cette contagion révolutionnaire contre lui et il va de plus en plus se rétrécir. Il va se rétrécir et Napoléon Bonaparte, quand il revient de la campagne de Russie, d'ailleurs, va subir une grave défaite contre cette contagion anti-française en Europe. Alors regardons exactement comment ça se met en place maintenant du côté de l'abdication de Napoléon. Puisque, vous avez pu le voir sur l'affiche, si vous y avez jeté un œil, il y a 4 étapes à la chute de l'Empire napoléonien.
Donc comme on l'a dit, il y a une coalition de pays d'Europe et en 1814, cette coalition va gagner. C'est visible dans le deuxième tableau que nous allons maintenant étudier, un tableau sur l'abdication de Napoléon, un portrait très inhabituel de Napoléon, que vous avez aussi pu voir dans le Google Drive que je vous avais mis. Alors ce tableau, je vous le mets en plus grand, le voilà. Quel drôle de portrait. Napoléon n'est pas représenté du tout à son avantage sur ce portrait. Contrairement à tout ce qu'on en a vu auparavant, il est représenté petit, un peu bedonnant, les cheveux de travers. Il a l'air fatigué, il a le regard extrêmement sombre, il a les bottes crottées. Regardez, il a plein de saleté sur ses bottes, il vient de descendre de cheval. On a l'impression qu'il a jeté son chapeau par terre. Il est assis n'importe comment sur une chaise à Fontainebleau. Il est encore vêtu de ses habits de cheval, notamment de sa redingote, son long manteau gris. Les affaires sont n'importe comment, on voit que c'est très beau, mais il a l'air extrêmement sombre. Pourquoi ? Parce que, et c'est visible sur le texte qui est à côté, voilà, ici et là. Napoléon, en 1814, essaie de revenir à Paris pour contrer les coalisés qui sont regroupés contre lui, sauf qu'il arrive trop tard. Quand il est à Fontainebleau, c'est trop tard. Paris vient de capituler par rapport aux troupes des autres souverains européens. Donc à ce moment-là, le 31 mars à midi, les armées alliées entrent dans Paris. Il est au relais de Fontainebleau, dans le château. Il l'apprend et il sait qu'il a perdu. Napoléon, ce général toujours victorieux, vient de subir une de ses plus grandes défaites. Et là, il a le sentiment, il prend conscience de son isolement et il a le pressentiment de sa chute. Il sait que c'est fini. Et c'est ce qui transpire, regardez, et on le voit très clairement sur ce tableau. Regardez l'expression de Napoléon, qui a l'air à la fois complètement blasé et complètement abattu, le regard dans le vide. Les cheveux complètement défaits. On sent là que c'est un homme qui se pose des questions sur son avenir. Donc voilà ce qui se passe au niveau de cette deuxième œuvre qui nous prouve là que Napoléon, dans ce portrait très inhabituel, n'est pas représenté comme étant un chef victorieux et absolutiste, mais quelqu'un qui vient de perdre son pouvoir. Donc plusieurs questions là-dessus qu'on pouvait se poser. Première chose, le décor. Quelle est l'impression qui s'en dégage ? Comme on l'a dit, il s'agit d'un décor fastueux, donc il s'agit d'un décor riche. Celui de Fontainebleau. Le but, c'est de contraster avec la fatigue de Napoléon. L'habillement de Napoléon, l'impression qui s'en dégage, c'est tout simple, c'est que Napoléon a des habits usés, sales, il ne s'est pas changé. Donc ce sont des habits militaires. Il descend juste de cheval. Impression et physique de Napoléon maintenant. Il est représenté abattu. Il est représenté fatigué. Il est représenté lassé. Il a les cheveux en désordre. Il a le regard sombre. Il est affalé sur une chaise. Le but, c'est de montrer qu'on est dans un moment d'extrême tension. Donc l'idée que le peintre a voulu faire passer, vous l'avez vu, c'est que Napoléon est représenté défait. Pour la première fois, là, on a vu un tableau où on ne le représente pas vainqueur. Il est donc représenté en pleine défaite. Et doute de son pouvoir.
Alors que va-t-il se passer? Eh bien, les autres monarques européens veulent remettre en place quelque chose qui fasse que la France ne soit plus en mesure de revenir chez eux. Ils veulent retrouver une situation qui est en fait celle d'avant la Révolution française, puisque vous aviez à ce moment-là, à la tête de la France, un souverain qui était un monarque absolu comme eux, ce qui leur évite d'avoir peur que leur propre peuple se révolte contre eux. Le peuple se dit, c'est pas la peine, ça ne marche pas, regardez en France, ils ont essayé, ils ont à nouveau un souverain absolu. Et de l'autre côté, les autres souverains européens, en remettant en place les frontières de la France de 89, peuvent récupérer le pouvoir sur leur territoire. Mais pour ça, il faut bien qu'on mette quelqu'un à la tête du pays. Eh bien, ils ont un champion, ils ont un héros, ils ont quelqu'un sous la main qui avait fui la France pendant la période révolutionnaire. C'est le frère de Louis XVI. Le frère de Louis XVI, à ce moment-là, le voilà, représenté. Alors, le document n'est pas ici, il est, hop, voilà. Hop. Donc il va nous être représenté dans ce qu'il est, vous allez voir, par le texte qui est ici à droite, l'entrée du fameux Louis XVIII. Alors pourquoi Louis XVIII et pas Louis XVII? Déjà il s'appelle Louis, on avait tendance à appeler les deux enfants aînés dans les familles royales à ce moment-là Louis, parce que si le premier meurt comme ça, le deuxième portait le même nom. Et pas Louis XVII. On considère que le fils du roi de France, Louis XVI, aurait dû régner à la place de la Révolution et à la place de Napoléon. Pour donner une impression de continuité, pour faire oublier le souvenir de la Révolution, on va donc donner comme le nom de Louis XVIII. Et le 3 mai 1814, il entre à Paris. Vous allez pouvoir voir deux choses là-dessus. Déjà, qui est-ce qu'on fait saluer Louis XVIII et quel est l'état de Louis XVIII général quand il arrive? Donc regardez bien le texte de droite et posez-vous ces deux questions. À qui on fait saluer Louis XVIII et c'est fait exprès quand il arrive à Paris, et quel est son état physique et mental? Vous avez regardé? Alors c'est assez terrible hein, pour ceux à qui on le fait saluer, puisque qui sont ces grenadiers couverts de blessures, vainqueurs de l'Europe, qui avaient vu tant de milliers de boulets passer sur leur tête, qui sentaient le feu et la poudre, qui sont privés de leur capitaine? Vous les avez reconnus, hein? Ce sont les soldats de Napoléon lui-même. Privés de leur capitaine étant Napoléon Bonaparte. Pourquoi fait-on saluer volontairement par un régiment de la vieille garde à pied de Napoléon Bonaparte, Louis XVIII quand il arrive à Paris, pour justifier sa présence, en faisant croire qu'il est devenu le chef accepté par les soldats français. Celui qui contrôle l'armée contrôle le pays. Mais alors, dans quel état il arrive? Eh bien, il est vieux roi, invalide du temps au nom de la guerre. Donc lui, c'est pas un vrai militaire, c'est pas un chef d'armée, hein, c'est pas quelqu'un qui va avoir le respect de ses troupes comme Bonaparte, c'est un vieux bonhomme. Et surtout, en réalité, ceux qui le mettent en place, c'est les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, dans la capitale envahie de Napoléon. Donc vous voyez, Louis XVIII a été installé là par les puissances étrangères. Mais pour justifier sa présence, il faut bien que ce soit des troupes françaises qui l'accueillent lorsqu'il prend le pouvoir. Donc une première fois, parce que Napoléon a encore des cartes à jouer, une première fois, vous allez avoir une chute de l'Empire napoléonien le 3 mai 1814. Donc le 3 mai 1814, la France est envahie par une coalition des pays d'Europe et Napoléon, on ne va pas le tuer parce qu'on a peur d'en faire un martyr et de relancer la Révolution française. On va donc l'exiler. L'exiler, ça veut dire que les autres pays d'Europe choisissent de prendre Napoléon et d'aller le mettre sur une île. Tu peux devenir souverain, tu deviens souverain de l'île d'Elbe. C'est une île située en Méditerranée, près de l'Italie, près de la Corse. Donc à partir de là, cette île d'Elbe, toute petite île, Napoléon, qui a encore des soutiens en France, et il le sait,
va en revenir. Pendant une période de 100 jours, en 1815, il reprend le pouvoir. Il revient en France, débarque près de Marseille, remonte à Paris, reconstitue des troupes et il faut une deuxième grande coalition et une deuxième bataille à Waterloo, actuellement en Belgique, le 8 juin 1815, pour finalement battre Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Comme on l'a dit, le Congrès de Vienne rétablit l'ordre ancien des rois en Europe. Donc le Congrès de Vienne, une organisation justement mise en place par les différents monarques absolus en Europe, dit maintenant c'est Louis XVIII, définitivement le chef en France. En Europe, vous avez des monarchies absolues. Point. Il ne faut plus songer à la révolution. C'est pour ça qu'en France, nous allons avoir, à partir de là, une nouvelle période de monarchie dont les rois, vous allez voir, vont tenter de redevenir des rois absolus sans vraiment le réussir. Cette période de monarchie s'appelle la Restauration. Pourquoi ? Parce qu'on restaure l'ordre ancien des rois. On restaure l'ancienne manière de gouverner. Donc c'est Louis XVIII, au départ, installé là, imposé comme roi de France par les autres monarques européens et par leurs troupes, qui est mis au pouvoir définitivement le 9 juin 1815 par le Congrès de Vienne. Et pendant ce temps-là, qu'arrive-t-il à Napoléon ? Eh bien, Napoléon Bonaparte est exilé sur une île, l'île de Sainte-Hélène. Dans le document Abdication de Napoléon, vous pourrez lire toute l'historique de ce qui se passe. Il y a différents documents et différentes photos. On ne va pas le regarder maintenant, mais sachez simplement que sur cette île de Sainte-Hélène, où il est exilé, cette île est située au sud-ouest de l'Afrique, très très loin, au milieu de rien du tout, pour éviter qu'ils reviennent. Sous le contrôle des Anglais, il y aura des brimades spécifiques par rapport à Napoléon qui va vivre en réalité dans une ferme relativement cossue, mais sans plus, qui va à ce moment-là vivre encore 6 ans, devenir profondément dépressif et mourir en 1821. Donc cet exil sur l'île de Sainte-Hélène, il n'en revient pas. Il y a donc 2 exils. Premier exil sur l'île d'Elbe en 1814. Napoléon Bonaparte en revient pendant les 100 jours. Il est battu définitivement en 1815 à Waterloo. On institue, on étant les autres souverains d'Europe avec l'aide des frères de Louis XVI, par le Congrès de Vienne, de nouveau une restauration de la monarchie absolue, ou en tout cas on essaye justement d'avoir une monarchie absolue, vous allez voir qu'ils n'arrivent pas vraiment à le faire, en France, et Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène et il y meurt en 1821, très certainement d'une maladie cancéreuse. Donc à partir de là, comme vous avez pu le voir, on peut découper l'épopée napoléonienne en 4 moments. Le consulat de 1789 à 1799 en 1802, le consulat à vie de 1802 en 1804 qui est très largement associable à la précédente période, l'Empire à partir du moment en 1804 où il devient officiellement empereur par son sacre, en la cathédrale Notre-Dame que nous avons la dernière fois étudiée, puis la perte du pouvoir définitif par Napoléon Bonaparte en 1815 et le début de la Restauration en France, pendant que Napoléon, lui, est exilé définitivement sur l'île de Sainte-Hélène. Et bien voilà, là nous avons fini d'étudier toute cette période qui a commencé avec la Révolution française, qui se finit avec la fin de l'Empire, où la France a des régimes politiques nouveaux, novateurs, qu'elle n'avait pas auparavant connus depuis très longtemps. Le premier, elle ne l'avait pas connu du tout, c'est la période de la République, à partir de 1792 jusqu'en 1799. Puis ensuite, la France passe dans un consulat, puis dans l'Empire, qu'elle n'avait plus connu non plus, techniquement, depuis la fin des Carolingiens. Donc, si on met ceci en place, il reste donc bien des choses de la Révolution. Il reste le Code civil qui est issu des idées révolutionnaires que Napoléon a compilées. Il reste une nouvelle manière d'organiser le pays. Il reste une nouvelle manière pour le peuple d'avoir conscience qu'il peut avoir le pouvoir, mais on tente de museler la volonté populaire de plus de liberté par le retour d'un régime plus absolutiste, celui de la Restauration. Et on y remet même, d'ailleurs, les propres frères de Louis XVI, alors que les Français n'en voulaient déjà plus en 92-93 et qu'ils ont même coupé la tête à leur dernier roi absolu. Donc, notre prochain cours d'histoire, vous vous en doutez,
portera sur cette période de la Restauration. Puis on passera à un petit peu de géo si nous sommes encore à ce moment-là confinés. Et bien voilà qui clôt notre étude de la Révolution et de l'Empire. En attendant donc de pouvoir étudier la suite, je vous mettrai aussi d'ailleurs un petit questionnaire, très certainement, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, qui porte justement sur cette période de l'Empire que nous avons étudiée pendant le confinement, un petit QCM. Vous n'oublierez pas de mettre votre code élève que je vous ai envoyé par mail. Vous vérifiez bien vos boîtes mail, mon bureau numérique, pour répondre à ce petit questionnaire-là. Et bien voilà. Donc ceci étant, en attendant très certainement en début de semaine prochaine notre nouveau chapitre d'histoire, je vous souhaite de vous porter le mieux possible.